remercier l'Université Abdelkali pour son soutien permanent. Je voudrais également remercier d'abord M. le gouverneur de nous avoir fait l'honneur d'assister avec nous à ce congrès et de remercier aussi pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer pour accompagner et la faculté pluridisciplinaire dans toutes ces phases de développement. Bienvenue à tous nos invités et je souhaite un très bon séjour à tous les chercheurs qui sont venus de près ou de loin pour assister à ce congrès. Et je souhaite donc plein succès à votre groupe. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Staoui, le coordonnateur du collège. Monsieur le gouverneur de la province de Niger, Monsieur le président de la commune de Haousia, Monsieur le président de l'université Chouaïb Koudaï, Monsieur le doyen de la faculté pluridisciplinaire de Jedida, Messieurs les doyens et les directeurs, Messieurs les vice-doyens et les adjoints directeurs, chers collègues et amis, chers participants, chers étudiants, honorables assistants. Regard croisé sur le capital immatériel dans les pays de la région MENA et de l'OCDE, état des lieux, enjeux et perspectives. Selon le rapport de la Banque mondiale en 2013, le Maroc produit 7 fois plus de richesses immatérielles par habitant, supérieures aux estimations faites par la comptabilité nationale que l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie ou la Turquie. Son économie est classée dans la case des économies performantes et développées. Sa part du capital immatériel dans la richesse est estimée 78% contre 67% pour l'Égypte, 72% pour la Tunisie et moins 18% pour l'Algérie, alors que la moyenne pour les économies développées est comprise entre 66% et 80%. Je vous remercie de votre attention. Merci. Ça fait 13 ans que j'organise un festival sur la musique andalouse qui s'intitule Andalousiette. Et on a commencé à Jedida un autre festival, je reviendrai, parce que je crois beaucoup au niveau de la diplomatie parallèle à travers l'éventuellement la musique. Et au moment où il me semble que, comme s'il y avait une guerre qui va commencer avec les voisins, il faut qu'on maintienne un fil. Parce que toutes ces bêtises politiques et querelles historiques vont être dépassées. L'Arges est un laboratoire que je ne connaissais pas particulièrement. Mais l'Arges va chercher d'aller travailler ailleurs, alors que j'aurais aimé que l'Arges travaille sur la province de Jedida. Parce que c'est un laboratoire qui est ancré dans l'université, vous me permettez, je suis pédant, monsieur le président, dans l'université Alain Chouaïb Toukaï. Non pas Chouaïb Toukaï, par respect à cette personnalité, je vous invite à c'est pas pour avoir fait publiquement, mais pas. Il faut qu'on le corrige. J'ai demandé hier à mon ami le président qu'on fasse un courrier officiel. Chouaïb, c'est un diminutif. Chouaïb, c'est Alain Chouaïb Toukaï, donc pour qu'on puisse respecter cette grande personnalité historique. Je reviens, nous avons vécu une expérience, moi je trouve extrêmement exaltante pour moi en tant que gestionnaire. Ça fait 5 ans, on s'est dit on va faire une stratégie pour notre province. Nous avons cherché quels sont les leviers sur lesquels la province peut jouer éventuellement. Nous en avons trouvé 3, qui sont l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Nous sommes une zone qui était et est encore en partie grenier du Maroc. La et 60% de la main-d'œuvre chez nous travaille dans l'agriculture. L'industrie s'impose à nous par le port que nous avons hérité et nous sommes aujourd'hui 25% des exportations du Maroc se font à travers ce tour-là et nous participons à 12% de l'industrie marocaine qui est extrêmement honorable pour une zone encore jeune, mais le devenir est encore plus important parce que nous avons des zones industrielles 500 hectares qui se remplissent vraiment de jour au jour. Et le devenir économique de la région sur le plan économique, sur le plan industriel, elle est extrêmement florissante. Nous nous trouvons dans un endroit qui va connaître des bouleversements sur le plan
nous sommes dans un projet qui s'appelle PUMA, c'est le pôle urbain Mazagan. Et ce pôle urbain Mazagan, c'est un petit peu comme le jeu de la coque qu'on faisait lorsqu'on était petit, surtout les petites filles. Aujourd'hui, il y a 2 bouts de coque qui sont en train de fonctionner. Il y a une partie d'exposition qui est opérationnelle, dans le PMAI du Salon du Chemin, et les 2 universités, l'école, plus la faculté pluridisciplinaire, qui sont opérationnelles. Alors, cette coque, on va voir beaucoup de projets qui vont venir à l'intérieur, simuler. Et bientôt le déménagement de la prison de la dette. Et nous allons avoir une dynamique magnifique qui va s'enclencher ici, devant les 2 plus gros investissements touristiques, qui sont le Mazagan et le Puma, avec 2 golfs extrêmement beaux pour ceux qui aiment le golf. Je ne parle pas de nationaux, qui nous attirent beaucoup de l'étranger. Donc le devenir touristique est aussi important. La question que je pose à la GES et aux chercheurs, est-ce que le développement économique seul peut nous permettre de pérenniser le développement au niveau de la province? Moi, je ne pense pas. Et je n'ai pas vu l'intitulé, mais certainement ça va être débattu au niveau des ateliers, au niveau des chercheurs. Il y a une notion qui a complètement changé de repère, c'est la notion de temps. Ce qu'on faisait, nous, lorsqu'on était jeunes, dans une année, aujourd'hui, se fait en 1 mois, 2 mois. Hélas, à cause ou grâce à ce budget. Vos enfants, qui ont 15-16 ans, s'ils n'ont pas l'information en temps réel, ils ne sont plus intéressés par cette information. Pendant qu'ils discutent avec vous, 20% de sa concentration est avec vous, mais 80% sont avec les différents modes de communication. Et éventuellement, ils sont capables d'avoir un parallélisme pour répondre à des SMS ou des mails ou autres, tout en vous parlant de choses banales, parce qu'il est pris de passion. Si maintenant je veux envoyer un document en Chine ou aux États-Unis, j'appuie sur un bouton avec WhatsApp. Juste pour votre information, WhatsApp, c'est 56 salariés. C'est 3 fois la valeur de Peugeot Citroën. Il y a 150 tonnages. 56 salariés. Pendant que nous sommes en train de travailler dans la pomme de terre, dans la tomate. 1 kilo de tomate, c'est 40 litres d'eau. Et on vient de sortir de la COP21, on va arrêter la COP22. Bien sûr, ces 40 litres d'eau ne sont pas perdus parce qu'ils vont dans les nappes, on peut les utiliser. Les Américains ont délaissé tout cela parce que c'est du matériel. Ils sont partis vers du matériel. Nous sommes obligés de signer des conventions pour la protection intellectuelle, n'est-ce pas? C'est un modèle. Et si je demande à M. le Président, bien, si vous avez une usine de chemise, je vous demande de me faire 30 000 pièces jour, vous allez me dire, moi, je peux faire 5 000, c'est mon maximum. Parce que vous êtes dans le matériel. Si je demande à ces infirmiers de me dire 30 000 kilos par jour de pommes de terre et de tomates, on va me dire, ok, moi, je ne peux pas. Voilà. Par contre, si vous, pour votre université, vous achetez une licence Microsoft, et vous voulez avoir 150 licences, voire 100 000 licences, on va vous donner un certificat avec un logiciel, et je vous autorise à faire 150 000 copies de ce logiciel. Donc, grâce à ce capital immatériel, on a pu fabriquer une matière qui n'a pas de limite de fabrication. Pendant que nous, on est encore en train de travailler dans le matériel, à savoir la pomme de terre ou la chemise, c'est de la minute, les gens les plus développés aujourd'hui vont abandonner, ils vont sous-traiter. Lorsqu'on parle de la Chine, qui pollue le plus au monde, parce qu'on réserve en termes de fabrication. Et si on raisonne en termes de consommation, ce n'est pas la Chine le plus pollueur, c'est celui qui va consommer ce que fabriquent les Chinois qui est le plus pollueur. Donc si on raisonne par consommation et non pas par production, on va voir que ce n'est pas la Chine qui est le plus pollueur, mais ce sont les pays qui sont en train de se débarrasser de tout ce qui est matériel, salissant, voire encombrant, pour aller vers ce qui est immatériel, mais qui est beaucoup plus riche. Moi, j'aurais aimé être avec vous pour partager, pour éventuellement profiter et apprendre, pour décoder un petit peu de ces éléments. Je reviens à notre stratégie à l'AGES. Nous avons rajouté par rapport à ces 3 grands piliers qui sont l'agriculture, l'industrie et le tourisme,
un troisième axe, celui-là il est horizontal, il est sociétal. Nous l'avions appelé art et culture et sport. Les activités dont je parle sont extrêmement consommatrices d'énergie et d'argent. C'est à peu près 13 à 14 millions de dirhams par an. Et c'est des jours et nuits de travail pour qu'on puisse éventuellement aboutir à réaliser une Huliyat, une Andalusiyat, Jouhara, la poésie, Jidariyat, c'est le dessin sur les murs à Azmo, et j'en passe en arrivant au Sikouyatla, le festival de la francophonie. Tous ces éléments qui sont maintenant inscrits dans l'agenda culturel de la ville, avec un regret, je l'ai partagé avec vous, M. le Président, et je vous le dis aujourd'hui, une convention avec l'Orchestre Royal Philharmonique et de Jazz pour avoir 7 spectacles dans le théâtre. Ce choix artistique, ce choix d'aller vers ces festivals, qui coûte 0 dirham à l'État, on ne prend pas 1 dirham au niveau des communes. On va chercher chez des partenaires win-win, eux ils ont besoin de nous, mais nous aussi on a besoin d'eux, mais au lieu de se remplir nos poches, on veut faire profiter la population en organisant des cultures. Quel est l'objectif? Premièrement, moi je crois que sans art et culture et sans sport qui est complètement connecté, on ne peut pas avoir une pérennité au niveau des choix. Elle est stratégique. Et si on n'arrive pas à comprendre que c'est un levier de développement qui nous permet de pérenniser les 3 autres axes, qui eux sont quantifiables, sont matériels, un homme d'affaires, lorsqu'il va dire, moi je veux délocaliser mon usine qui est à Casablanca, et c'est pas parce que le mètre carré coûte trop cher, je veux aller autre part. Il va venir à Jdida, parce que chaque jour lorsqu'il ouvre son journal, il trouve Jdida avec les événements culturels, avec l'animation, et il se dit, tiens, au moins, il y a un savoir-vivre, et autant se déplacer, autant aller dans une ville où je peux aussi aller jouer au golf, écouter de la musique et faire des choses qui sont agréables. Ne comptez pas aller vers ce genre de choses, mais c'est une occasion qui m'est offerte pour dire que le choix d'aller vers la culture est un choix pour pérenniser les choix économiques. Moi, personnellement, en tant que gouverneur, la première mission d'un gouverneur, c'est la sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas le bateau. La sécurité, c'est la création de richesses, c'est la création d'emplois. Le Marocain, lorsqu'il a un travail, lorsqu'il a un toit, est un homme pacifique. Et si jamais on lui crée ces emplois, et on l'aide à avoir un niveau de vie, on aura pour lui et sa famille, et il y a la certitude que vous allez avoir le côté sécuritaire qui va être très simple à gérer. Bien sûr, il y a un petit taux de délinquance, de civisme, d'incivisme, mais cela, ça se gère de façon facile. Donc, les choix que je suis en train de vous expliquer sont des choix économiques qui ont pour objectif de créer des richesses, d'où le lien que je suis en train de faire entre l'immatériel et le matériel, parce que, après tout ce qui est quantifiable, c'est ce qui est matériel. Combien d'entreprises sont arrivées, combien d'emplois on a créés, combien de... Donc, comme a fait tout à l'heure mon ami au niveau de la coordination, on termine toujours par quantifier pour qu'on puisse aller vers l'immatériel. Etc. Il y a tellement de questions qu'on se pose parce que lorsqu'on parle du capital immatériel, j'ai l'impression que c'est un sujet qui peut à la fois être traité dans un colloque, il y a aussi beaucoup de philosophie, un aspect philosophique là-dedans, un aspect immatériel que je ne peux pas matérialiser, et je vous remercie pour votre attention. Merci M. le Gouverneur pour cette excellente intervention. On aurait dû programmer carrément une plénière avec M. le Gouverneur, il y a tellement de choses à nous dire. Avec le plaisir de notre ami, M. le Gouverneur, qui a bien eu la gentillesse et l'amabilité de pouvoir assister et qui nous a fait en feu d'artifice une idée géniale d'avoir vendu la région. Et la région, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'être là aussi, sur la régionalisation. Vous voyez bien comment il a repositionné la ville. La ville aujourd'hui se vend, se gère, se gouverne comme une entreprise. Les axes de recherche, sur le sport qui vous paraît à rien, mais quand vous voyez 4 milliards de gens qui regardent un seul individu mettre un ballon dans un filet, c'est derrière tout ça qu'il y a une industrie, même si le joueur gagne 100 millions par mois, mais c'est 4 milliards de mobilisation. Qui ne connaît pas un joueur dans le monde entier? Et les chefs d'État, on les connaît. C'est cette dynamique de la culture. Sans la culture, aucun pays
ne pourra avancer. Car la différence entre un pays et un autre, c'est la culture. La différence entre un boucher qui doit avoir 30 ans d'expérience, il ne pourra jamais devenir un chirurgien. Et parfois, même on le dit dans la Banque mondiale, un fonctionnaire, et on est en train de remettre cette notion, un fonctionnaire qui a 30 ans d'expérience, c'est une année multipliée par 30 fois répétitive. Donc là, en France et un peu dans le monde, on commence à remettre le fonctionnaire en disant peut-être la limite, c'est d'ici 10 ans. Peut-être dans l'ordre du temps des hommes, mais en tout cas, c'est une valeur qui permettra à la société de s'envoler. Il en est de la culture, il en est de l'art, et il en est maintenant des festivals. La mobilisation, l'émotion joue un très grand rôle parce que derrière, il y a toute une industrie, une ville qui fonctionne de façon saisonnière, etc. Ça, c'était pour la semaine dernière. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, en dehors de tout positionnement de la ville, le métier qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'on veut de la ville, quelle est sa stratégie, et puis il nous faut une visibilité. Dans les 15-20 ans dont je vais tout à l'heure en parler, parce que c'est le matériel, ce sont des valeurs extrêmement importantes. Et aujourd'hui, vous avez le choix de l'actualité de ce thème, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que je mets l'accent sur ce qu'on appelle le capital symbolique, qui n'a pas de prix, qui est démonétisé, mais qui a une valeur religieuse, une valeur culturelle, une valeur culinaire, une valeur sportive, et ça va attirer aujourd'hui la mondialisation. Si on ne se fait pas une différence, on reste un peu McDonaldisé, et donc il faut qu'il y ait une petite différence entre, comme disait monsieur le gouverneur tout à l'heure, entre une femme qui fait une cuisine avec 2 tomates et 3, mais il y a cette saveur du palais, il y a, comme disent au Xe siècle, avoir le nez du chien, parce qu'il y a du goût, et qu'un autre, vous lui donnez ce que vous souhaiteriez, tout est fan, et ça ne passerait pas. Bien, aujourd'hui, donc, le thème est un peu provocateur et pédagogique, nécessite donc une ligne d'approche, je dirais, méthodologique particulière, comme l'appelle un peu les psychanalystes, c'est le non-dit du capital, le non-dit de la conscience. C'est l'inconscient, c'est comme l'intelligence économique, et on commence à penser qu'est-ce que l'économie cache, quel est son potentiel interne non apparent, un peu comme une partie de l'iceberg, et une partie apparente, et une autre partie qui n'est pas apparente, et que l'on appelle le cash-flow de la société, qui peut dépasser, et qui a encore du potentiel, parce qu'il y a certaines sociétés qui sont bloquées. Elles n'arrivent plus à avancer en raison, comme on le verra tout à l'heure, l'absence de démocratie par la gouvernance, etc. Et là, la société, ce non-dit, comme je disais tout à l'heure, n'est pas. Le non-dit, c'est un. Comment mesurer le bien-être? Comment mesurer la stabilité politique d'un pays? Comment mesurer le PNB, comme la définition de Smith au début, c'est le produit national de l'odeur. C'est devenu brut par la suite. Au début du XVIIe siècle, c'était le bonheur. Et donc ce capital est important, et aujourd'hui on doit prendre conscience que la mutation de la société répond à la mutation des sociétés numériques, cognitives, avec des économies, des savoirs, et elle répond aussi à la mutation d'une nouvelle société à risque théopolitique, c'est-à-dire théologique politique, ou à risque, ou à motif religieux. Des risques nucléaires, des risques médicaux, des risques de terrorisme, des risques de conflits de frontières, d'éthique, des risques également de ce qu'on appelle la banque mondiale et ce qui va nous arriver. Et il nous faut une visibilité, il faut ouvrir le phare sans avoir le moteur. Qu'est-ce qu'elle nous dit la banque? Dans 10 ans, nous allons avoir, je reprends sa terminologie, le stress hydrique, il n'y aura plus d'eau, et climatique, le stress démographique. L'Afrique, dans 10 ans, elle sera à 9 milliards, nous sommes à 7, et on dépassera la Chine et l'Inde. Le stress de la sécurité alimentaire, ça pose un problème. Le stress également de l'immigration. On n'est pas préparé de recevoir l'immigration des frontières. Le stress énergétique, il n'y aura plus de pétrole. Il va falloir donc que toutes les sociétés vont se redéfinir, se repositionner en fonction des disponibilités énergétiques qu'ils ont. Et puis, il y a un autre risque très important dont on ne sait pas où on va,
comme disait un peu un des auteurs de 1959, Stéphane de Gaulle, le XXe siècle sera ou militaire, donc des dictatures démocratiques, ou des démocraties dictatoriales qui arrivent, ou bien la dictature religieuse. Et ça, on ne sait pas comment, et ça commence aujourd'hui avec l'éthique des terroristes, ou même les Européens qui ont créé Descartes. Et Descartes a fait pivoter la culture européenne à travers le doute. La science, les laboratoires ne fonctionnent qu'à partir du moment où l'on introduit un doute. On n'est jamais assis sur un trône d'assurance. Pose plus de questions sur la croissance, sur l'économie du savoir que sur le capitalisme, que des réponses sur des valeurs vers ce qu'on appelle le non-dit, de l'iceberg dont on parlait tout à l'heure. Pose également plus d'hypothèses sur les formes de société de demain, les formes de gouvernement de demain, l'économie qu'on appelle inclusive. Comment doit-elle intégrer un certain nombre de gens que plutôt des réponses de ce qu'on travaille aujourd'hui sur des économies ou sur des sociétés qui excluent. Et là, se pose un problème également, comment repenser une société de type entrepreneurial et plus salarial. Là, ça pose également autre problème qu'il faut revoir à travers le type de la mondialisation. Et ça pose également plus d'impression sur la qualité de vie, sur la qualité de l'espérance de vie, sur la stabilité politique, que sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence des villes, la mobilité des villes, l'éducation intelligente, la ville intelligente, et avec des résultats et une éducation intelligente pour avoir une économie du savoir, pour exploiter une économie de la connaissance, ou bien une société cognitive de façon à profiter des résultats qui sont tangibles dans les nouvelles sociétés à risque. Bien. Cher auditoire, alors je me présente d'abord, Alain Grimbert. Je suis professeur honoraire à Tours et je suis un peu marocain d'adoption puisque ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'habite votre beau pays. Un certain nombre d'entre vous me connaissent parmi les étudiants puisque j'ai eu le plaisir d'être un des premiers sans doute à intervenir dans ce bel amphithéâtre l'année dernière. Alors, le professeur Kasbaoui m'a chargé d'être le modérateur de cette première réunion qui rassemble, je vais vous présenter les différents intervenants, Monsieur Larbi Hanan, Monsieur Abdelatif qui est déjà intervenu ce matin, donc Monsieur Mohamed Arakat, qui est absent, pardon, il va venir l'après-midi, et puis M. Abdelghani Benrich. Alors je rappelle aux intervenants que j'ai la dure tâche de limiter le temps de parole. C'est terrible hein, d'être le modérateur. Donc vous avez, messieurs, chacun environ 15 minutes hein, pour faire votre communication, surtout qu'on a pris un petit peu de retard. Quel est celui d'entre vous qui souhaite intervenir? Peut-être c'est... Selon la liste. Bon, donc je donne la parole à M. Larbi Hanan, c'est ça hein? Très bien. Alors M. Larbi Hanan, je rappelle qu'il est professeur des universités à la FSJES, Université Mohamed V de Rabat, et il va nous entretenir de l'irrésistible montée du capital immatériel, création de valeur et enjeux managériaux et sociétaux. Alors, je vous rappelle, hein, essayez d'avoir votre montre quand même, je vous rappelle que je vous donne malheureusement seulement un quart d'heure hein, pour faire votre conférence. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, mes amis, mesdames et messieurs, honorables étudiants, je voudrais de prime abord exprimer ma gratitude à tous ceux qui, de peu ou de loin, ont préparé cette rencontre. Combien sera-t-elle riche et combien sera-t-elle féconde?
et j'ai l'intime conviction que nous allons tous apprendre les uns des autres. Je voudrais également saisir le début de ma parole pour dire combien le sujet est pertinent, combien il est à la croisée non seulement des regards, mais également des réflexions, ici il y a des sociologues, des psychologues, des économistes, des gestionnaires, des scientifiques, des hommes d'action. Et en même temps, c'est un sujet qui, sûrement, je dirais, qui risque, pour emprunter le fameux ouvrage La société des risques, qui risque de évoquer, réévoquer, me peut-être avec mon documentaire sur d'autres sujets, dans d'autres contextes socio-économiques. Quand on dit le capital immatériel, il s'agit de tout ce qui est fascinant, de tout ce qui est émotif, de tout ce qui est idée, de tout ce qui est invention et de tout ce qui est image projetée par la pensée, de tout ce qui est relié intellectuellement, saisi par la mémoire. Et l'immatériel n'est pas nouveau, et on ne peut pas dire qu'il est le moteur de l'histoire du XXe siècle, puisqu'il l'a été depuis des millénaires. Et ce n'est pas ici le lieu de tracer la trajectoire d'une méga-histoire de l'immatériel. Je me contenterai tout simplement, et dans la mesure du temps qui m'est imparti, d'évoquer avec vous trois petites questions. La première, quelles sont les manifestations de l'accumulation du capital immatériel? La seconde question, quels sont les facteurs qui amplifient cette accumulation du capital immatériel? Et enfin, puisque le sujet a trait à l'OCDE et à MENA, je voudrais dire quelques petits mots sur la région MENA et quelques propositions pour le futur de la région MENA. Donc, si vous me le permettez, je commence par le premier point, à savoir... Merci beaucoup, professeur. Si je pouvais, en quelques minutes, résumer votre brillante communication, je dirais que vous êtes parti d'un constat. Ce constat, c'est que, d'abord, entre le matériel et l'immatériel, les frontières sont de plus en plus tenues. Ensuite, c'est qu'il va se développer dans les années qui viennent une véritable économie de l'immatériel. Ce constat a donné suite à du positif. Ce positif, c'est d'abord, ce que j'ai pu retenir, c'est que le niveau de connaissance, c'est plutôt ce que vous avez appelé, professeur, les bases de connaissances augmentent à un rythme exponentiel, et que c'est une véritable richesse, un véritable capital pour l'humanité. C'est ensuite que cela va donner aux sociétés humaines des capacités sans aucune possibilité de comparaison avec les sociétés anciennes, qui vont du coup devenir de plus en plus anciennes, voire de plus en plus archaïques. Et c'est que l'humanité va pouvoir progressivement s'affranchir de toutes les tâches de pénibilité. Il manquait peut-être, pardonnez-moi, mais vous ne pouviez pas tout dire, il manquait peut-être l'émergence de la robotique et tout ça, de ces esclaves nouveaux, qui vont justement contribuer à franchir encore, l'humanité des tâches serviles. Et puis à côté de cela, bien entendu, un volet négatif. Et ce volet négatif, professeur, vous avez voulu le centrer sur la région MENA, et je retiendrai seulement que ce que vous avez vu comme possibilité de rompre avec ce cycle infernal, c'était non pas reprendre depuis le départ, ce qui avait été fait, ce qui nous entraînerait très loin dans nos discussions politiques peut-être, mais au contraire, cette idée excellente de rattrapage. Merci beaucoup, professeur. Alors je vais donner la parole maintenant au professeur Bedriouche, professeur des universités,
doyen de la FGC à l'Université internationale de Casablanca. Et monsieur le doyen, vous allez nous entretenir de la problématique de l'évaluation des intangibles dans les entreprises. Vous avez la parole, professeur. Partir de quelque chose de très simple, parce que généralement les meilleures choses à transmettre partent d'idées très simples. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en tant que gestionnaire, mais en tant que théoricien de la gestion, de l'évaluation des intangibles. Les intangibles, comme vous le savez, ça peut être défini de différentes façons, mais les gestionnaires préfèrent parler d'intangibles au lieu de parler d'immatériel, au lieu de parler d'incorporel, au lieu de parler de capital humain ou de capital humain ou de capital intellectuel. Quand un entrepreneur crée une entreprise, au départ, il la crée avec 3 ressources essentielles. Il la crée avec des ressources humaines, des ressources matérielles et des ressources financières. 3 ressources essentielles pour créer une société. Quel que soit son objet, quel que soit son secteur, quelle que soit sa dimension. Et dès sa création, il doit déposer un document comptable qu'on appelle généralement des bilans d'ouverture. Dans l'actif de cette entreprise nouvellement créée, comme par magie, on voit immédiatement la disparition de la ressource humaine. Il n'existe plus, comme par magie. Dans l'actif du bilan, vous avez l'actif matériel, c'est-à-dire les terrains, les constructions, s'il y en a, le matériel, et vous avez l'actif financier. Mais nulle part, vous ne trouverez à la création l'actif humain. Pourtant, l'actif humain était à la source de la création de l'entreprise et c'est lui qui va faire fonctionner l'entreprise par la suite. Ce n'est qu'à partir du commencement du fonctionnement qu'on va apparaître, à partir du 2e bilan, probablement peut-être à partir du 3e, l'apparition d'un nouvel actif qu'on appelle l'actif incorporel. Donc pour les comptables et pour les savent de quoi je parle, c'est-à-dire l'actif immatériel que nous qualifions d'actif intangible. Qu'est-ce que c'est donc cet actif intangible? L'actif intangible, c'est ce qu'on a, les économistes appellent souvent l'actif immatériel. Ils l'appellent aussi le capital intellectuel, ils l'appellent aussi le capital du savoir, le capital humain. Donc toutes ces qualifications veulent dire un capital qui n'a pas de consistance physique, qui n'est pas palpable, qu'on ne peut pas toucher et parfois qu'on ne peut pas voir. Ça, ça fait partie donc, des leçons qu'il faut avoir. Donc nous avons le capital incorporel qui apparaît, comme je vous l'ai dit, à partir du 2e exercice d'une entreprise, à côté de l'actif corporel et de l'actif financier. Ces 3 composants sont les composants d'un actif du bilan, que les comptables et les experts comptables connaissent très bien. D'arrêter, je m'arrête là sans donner votre attention. J'espère votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci, monsieur le doyen Delbrioche. Si je peux, en 1 ou 2 minutes, tenter de reprendre ce qui m'a retenu dans votre intervention, il y a eu d'abord, sur la problématique des intangibles, de l'évaluation des intangibles, il y a eu d'abord, je crois qu'il y a eu deux moments. Le premier moment, il était un petit peu, je dirais, un petit peu pessimiste. C'était de dire que la société actuelle ne savait pas où placer l'humain dans l'organisation et plutôt dans la partie comptable des entreprises. Et le moment positif, c'était justement que la redécouverte de cet immatériel, qui est le thème de notre colloque, remettait en avant cet actif humain. On change de monde. Merci beaucoup, monsieur le doyen.
Alors, avant de terminer, le professeur Fégat aurait voulu reprendre la parole par rapport à sa prise de parole précédente, donc je lui donne la parole. Je vais un peu continuer sur le non-dit de tout à l'heure, juste pour continuer sous forme de choses, je suis très content. Alors, le capital matériel, c'est une espèce de valeur ajoutée qui est latente, qui est non apparente, et qui s'incruste parce qu'on ne peut pas la matérialiser, on ne peut pas la comptabiliser, on ne peut pas la quantifier. C'est une véritable problématique pour les thésards qui travaillent sur. Nous avons d'ailleurs un de nos anciens étudiants qui est ici parmi les comités scientifiques, qui fut notre étudiant et qui est devenu une espèce d'étoile mondiale avec deux livres qu'il a écrits sur le capital immatériel et qui vit en France au niveau des immigrés. C'est bon fond. Il est là. Donc vous aurez l'occasion, vous pouvez écrire qui est un produit également de l'histoire. Donc ce que je voulais dire, c'est que le capital immatériel va se situer entre deux cultures, deux civilisations, deux systèmes de pensée, deux traitements de pensée et qui se confrontent, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a d'un côté la société de type traditionnel qui vise sur les résistances religieuses ou orientées vers l'oriental, qui ne cherche pas à découvrir une nouvelle société numérique, par exemple. Elle cherche à redécouvrir le passé, mais avec une lecture de la modernité, comme si nous voulions rester des conservateurs avec une société de type moyen. De l'autre côté, il y a l'Occident qui nous nourrit et qui, éventuellement, on ne peut pas l'accuser de tous les mots, il rajeunit les idées. Et c'est ce type de capital avec l'occidentalisation des mœurs, il y a l'occidentalisation de la démocratie, il y a un certain nombre de valeurs, de stabilité politique, la chance qui est donnée à tout le monde, comme la République française, qui donne deux leçons depuis 1789, deux leçons au monde, je les rappelle tout de suite. L'un, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous vous imaginez, il y a 3 siècles, même les États-Unis en votaient contre. Même Lincoln cherchait à ce moment-là à libérer le type d'esclavage et donner le vote à des Noirs américains provenant de l'Afrique. Ça, c'est la preuve. Ils étaient trop en avance. Égaux, jaunes, petits, bon, vous intégrez. En droit, peut-être la société se transforme des secteurs qui sont plus égaux que d'autres. Ça, c'est autre chose. Mais, deuxième idée, qui est aussi capitale, c'est que le pouvoir n'est plus donné par la divinité grecque ou les divinités du ciel. Ça se fait par un projet et qui est donné par le peuple, enlevé par le peuple et avec le peuple. Ça, ce sont deux leçons extrêmement importantes. Donc nous sommes dans une génération aujourd'hui qui cherche à comprendre les systèmes de pensée, dont on est à la fois à la merci des victimes, sans y être aidé à trouver la transition entre ce qu'on nous a appris et qui ne résiste plus à la modernisation, au modernisme, et, je dirais, le capital immatériel avec une visibilité nouvelle que l'on ne voit pas. C'est comme si vous avez, pour donner une expression métaphorique, c'est comme si vous ouvrez le phare d'une voiture, vous avez une visibilité. Vous pouvez accélérer, désaccélérer, mais vous n'avez pas mis encore les moteurs en marche. Et c'est pour ça que la force des mots, la puissance des phrases de mes collègues, expression métaphorique, la valeur et le poids, je dirais, du verbe, la magie des mots et les mots magiques bouleversent l'auditoire parce que vous n'avez pas d'accroche, on n'a pas quelque chose sur lequel on s'appuie. C'est ce qu'il faisait dire d'ailleurs à l'anglais, mais c'est en anglais, il disait capital immatériel, c'est un peu comme les statistiques. On peut les torturer comme on veut. Et ils sont comme une religion qui cache l'essentiel. C'est un véritable problème. Là également, la richesse et le capital immatériel peuvent-ils mesurer par exemple des groupes économiques comme le PIB, auquel vous ajoutez la stabilité politique? Comment on peut mesurer la stabilité politique d'un pays?
qui lui-même intègre la notion de la démocratie, donne la chance à tout le monde avec la méritocratie. C'est pas M. Marc. Deuxième chose, le PIB plus l'ensemble de vivre ensemble avec des crises identitaires et nationalitaires en Europe. Vous avez les États-Unis, vous avez toutes les nationalités, il y a 10%. Vous avez en Europe 50%. Vous avez dans une classe en France que vous enseignez 70 nationalités. Comment faire cohabiter tout ça avec différents. Vous voyez bien, on n'a pas encore ce type de problème. Mais vous avez des États, shopping, par exemple, c'est un choix comme Dubaï, 80% ou 90% des gens sont des étrangers, avec une liberté totale. Le capital immatériel est un levier mathématique de la bonne gouvernance d'un pays, d'une entreprise, d'une institution du droit public, par plus. Le capital immatériel, c'est pas une charge budgétaire, c'est un investissement sur la qualité du service public, pas plus, pas moins. Le capital immatériel, c'est un capital symbolique qui n'a pas de prix, mais qui a de la valeur ajoutée culturelle, pas plus, pas moins. Le capital immatériel, c'est une chance pour le Maroc qui ne coûte pas cher, ça peut rapporter gros. Et il me reste juste une idée. Le capital immatériel, c'est d'abord les économies sous-développées, ce que ici, le taux sous-marin nucléaire pour les pays développés. Pas plus, pas moins, terminé. Le capital immatériel, c'est aussi une arme tactique pour la conquête des marchés extérieurs et d'armes dissuasives pour la protection des marchés de la régionalisation. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fégac. Si on devait retenir, mais je ne voudrais pas anticiper évidemment sur la conclusion du colloque, mais si on pouvait déjà jeter quelques éléments, une formule, professeur, m'a interpellé et m'a beaucoup intéressé, qui pourrait justement nous servir de fil conducteur, c'est lorsque vous avez dit on cherche à comprendre. Je crois que c'est un élément fondamental dans ce colloque de séjour de décembre 2015. Si on s'est saisi de cette notion de capital immatériel, ça a déjà été dit ce matin, mais je me permets en quelques secondes de le souligner, c'est parce qu'on voit bien tous ici que nous sommes dans une période, alors je sais bien que c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais nous sommes dans une période décisive. Que ces nouvelles technologies, que ces nouvelles approches sociétales bouleversent complètement notre compréhension de nous-mêmes, notre compréhension de la société, notre compréhension du monde. Et effectivement, prendre ce problème, professeur, on cherche à comprendre par ce thème du capital immatériel, est un moyen de réfléchir au monde dans lequel nous sommes.